Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est le moment de faire une pause dans notre journée et de jeter un œil à l'actualité du jour présentée dans notre journal estival. Un médecin, 6 infirmières, 3 secrétaires et 1 régulateur. Et cela rien que pour le centre de vaccination de Sarreguemines. Il y en a également un autre à Bitche. Pour renouveler l'équipe, nous avons ponctuellement, de temps en temps, quelques difficultés à obtenir des candidatures en interne pour justement remplacer les personnes qui sont momentanément absentes. Pour autant, les centres tiennent bon et vaccinent sans discontinuer, aussi bien à Bitche qu'à Sarreguemines. Nous n'avons quasiment pas de trous dans les plannings, les plannings restent relativement stables. Il arrive que ponctuellement, ça sera le cas la semaine prochaine sur une demi-journée, où nous sommes obligés d'interrompre le fonctionnement du centre de vaccination parce que, par exemple, la semaine prochaine, une demi-journée, c'est jeudi prochain, nous n'avons pas de médecin pour couvrir le centre. Donc, c'est pas très important, c'est pas très grave. Nous faisons face à ces situations et de toute façon, il n'y a pas de programmation ce jour-là, cet après-midi-là. Pendant que ces personnes sont affectées au centre de vaccination, elles ne sont pas dans leurs unités de travail habituelles et donc elles manquent. Si on rajoute à cela le fait que nous avons des difficultés actuellement de recrutement, même si l'hôpital est très attractif, parce qu'il y a des candidats, malheureusement pas suffisamment, nous n'avons pas aujourd'hui pu combler l'ensemble des postes vacants. Nous avons quelques postes d'infirmiers vacants dans l'établissement et donc je crains que dans les mois qui vont venir et surtout pendant les mois d'hiver prochains, nous risquons d'avoir des difficultés pour faire les plannings du personnel. Et à cela s'ajoute aussi, j'espère que cela n'est que conjoncturel, un absentéisme pour raison de santé qui est relativement important en ce moment précisément et qui est même un peu en croissance par rapport à ce qu'on a connu au début de l'année. Actuellement, une dizaine de postes d'infirmiers sont vacants aux hôpitaux de Sarreguemines. On peut effectivement dire que la situation sur le plan des ressources humaines est tout à fait tendue, même très tendue, je le souligne, avec une possibilité qui n'est pas négligeable et que je n'exclus pas d'une rupture à un moment donné qui nous amène à peut-être devoir réduire l'offre de soins vers la fin de l'année et pendant l'hiver prochain. Et ce sont des périodes précisément, l'automne et l'hiver, où nous avons besoin d'un maximum de personnel parce que l'hôpital, dans ces périodes-là, est toujours plein et le fait d'avoir des lits éventuellement qui seraient fermés dans ces périodes-là peut effectivement nous créer des difficultés pour admettre les patients en hospitalisation. Les hôpitaux ont également quelques postes d'aides-soignants à pourvoir, mais dans ces métiers-là, ils arrivent à recruter. C'est bon, il est valide. Maillot, serviette, bonnet de bain et QR code, c'est un nouveau sésame à présenter pour pouvoir entrer dans la piscine. C'est un établissement recevant du public, la règle du pass sanitaire s'applique. Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Boulay-Moselle, le chef d'escadron Aurore Gay, est présente et tente de faire appliquer les consignes avec un mot d'ordre, le discernement. Il n'y a pas de sévérité, on est juste, la semaine dernière nous étions plutôt dans une phase de pédagogie pour accompagner les exploitants d'établissements recevant du public à la mise en place de ce contrôle de passe sanitaire. Désormais nous agissons avec beaucoup de discernement et nous sommes dans une phase où on est sur l'effectivité du passe sanitaire. Mais le contrôle reste le même et si on voit qu'il y a des incompréhensions, on les éclaircit par le biais du discernement. Il n'y a pas de sévérité accrue. L'objectif est vraiment l'application de ce passe sanitaire. Ces missions de contrôle font partie du service des gendarmes en patrouille. Les militaires n'ont pas attendu le durcissement de ton de la préfecture en début de semaine pour effectuer ces opérations. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les contrôles des établissements recevant du public tels que restaurants et lieux culturels vont se renforcer. Nous sommes toujours sur le même rythme de contrôle. Les contrôles se font dans le cadre du service, à l'opportunité, en fonction des ERP ouverts. Donc on s'approche de la période de rentrée scolaire. De plus en plus de ERP ouvrent et c'est ce qui motive aussi nos contrôles. Fin du contrôle, la population a joué le jeu. Aucune verbalisation aujourd'hui. Qu'en est-il le reste du temps ? Le commandant Rigueil préfère rester discrète sur ce sujet. En contrebas de l'autoroute A4, au kilomètre 384, voici le bassin de rétention de Putelange au lac.
Voilà, donc nous allons visualiser une installation de traitement des eaux de ruissellement de l'autoroute. Créé il y a 3 ans, ce bassin étanche de 1200 m3 collecte les eaux sur 2 km d'autoroute, 1 km en direction de Strasbourg, 1 km vers Metz. Une décantation naturelle permet de traiter l'eau, polluée par des éléments de pneumatique, des particules d'hydrocarbures ou encore des déchets jetés par les automobilistes. Il s'agit là de la pollution dite chronique, pollution du quotidien. Le bassin assure aussi une protection lors d'une pollution accidentelle, si du gasoil est déversé lors d'un accident par exemple. La matière polluante est amenée par des fossés étanches aux abords de l'autoroute jusqu'à ce bassin qui est lui-même étanche. Et nous allons traiter, confiner la pollution dans le bassin. Pour cela, on va en priorité fermer la vanne qui est en sortie du bassin. Et puis nous allons, dans un second temps, une fois que la pollution est rentrée dans le bassin, nous allons actionner la vanne d'entrée de manière à enfermer la pollution dans le bassin. Une entreprise spécialisée viendra ensuite évacuer les matières polluantes confinées dans le bassin. L'implantation du bassin ici à Putelange-au-Lac n'est pas anodine. Caché derrière les roseaux et la végétation, voici l'étang du Velchof. L'eau du bassin de rétention, une fois dépolluée, se déverse dans cet étang, réservé exclusivement à la pêche. 250 cabanes sur pilotis bordent les berges, un milieu naturel fragile qu'il convient de protéger. Des bassins comme ceci, nous allons les privilégier dans des secteurs où nous avons des ressources en eau vulnérables, où nous avons des ressources en eau qui plus est qui sont exploitées par l'homme, par exemple en cas de captage pour l'alimentation, ou bien comme c'est le cas pour le bassin de Velchof que nous avons sous les yeux, bassin utilisé pour la pêche. Et enfin, il y a un troisième critère qui est évidemment important, c'est la proximité de la ressource en eau par rapport à l'autoroute. À 7 km de là, au niveau de la sortie vers Ambars-Sarreguemines, de nouveaux bassins de rétention sont en construction. Coût 3 millions d'euros. Difficile d'imaginer pour le moment les retenues d'eau, mais ces 2 bassins de 2000 m3 chacun vont protéger ici les marais d'Ambars. Ces 2 bassins vont récupérer les eaux qui ruissellent sur l'autoroute et qui ruissellent sur l'échangeur de Sarreguemines et sur ses bretelles. Nous sommes engagés dans un plan de 3 ans de 45 millions d'euros qui va conduire à créer une vingtaine de bassins. Et sur la vingtaine de bassins, il y en a environ 15 qui sont construits aux abords de l'autoroute A4. Au-delà de la protection de l'environnement, la création de ces nouveaux bassins permet à la Sanève de moderniser l'autoroute A4, construite dans les années 70. En Moselle, 25 bassins sont aménagés sur les 107 km de la traversée de l'autoroute A4. Le parc archéologique de Bliesbrück-Ranheim propose tout au long de l'été de nombreux ateliers sur le thème de l'époque gallo-romaine. Dans cette animation, Alain fait un bond dans le passé avec les enfants en leur faisant découvrir le savoir-faire du pain à la romaine. Impactés à la suite du Covid et de la mise en place du pass sanitaire, 2 ateliers avaient dû être annulés. Le parc archéologique a pu retrouver son public. Les enfants en ont appris davantage sur l'histoire du meunier au temps des Romains. Pour les parents, le pass sanitaire est obligatoire et ce, pour les prochaines animations également. Le tarif, 7 € par enfant et pour les adultes accompagnants, c'est gratuit jusqu'à 2 personnes. Le prochain atelier sera le mardi 24 août. 10 personnes pourront être accueillies. Intitulé « À vos pinceaux », il fera découvrir aux curieux la technique de l'enduit peint de l'époque, l'occasion de créer sa propre fresque romaine. C'est une vieille dame de 500 ans au fond de la vallée de Mutterhus. Notre-Dame de la Miséricorde fait partie des chapelles les plus emblématiques du pays de Bitche. Érigée en 1504 par le comte Reinhard de Depont-Bitche, au lieu-dit Kapellenhof, tout au bout de l'étang de Mutterhus, cette chapelle est placée sous l'invocation de Notre-Dame de Bon Secours. Une seule inscription en allemand rapportant l'année de construction et le nom du fondateur est encastrée dans le mur ouest de la chapelle. Dès le début, la chapelle connaît une affluence de pèlerins de tous horizons. Son plus riche ornement est une statue polychrome d'1,50 m de la Vierge de Bon Secours qui se dresse derrière l'autel. Sculptée dans un seul tronc de tilleul au début du XVIIIe siècle, elle représente une Vierge au grand manteau protecteur.
Les 14 personnages représentent les différentes classes de la société, depuis le duc et la duchesse de Lorraine agenouillés aux pieds de la Vierge, jusqu'aux bourgeois, aux moines et aux simples nonnes. Le sanctuaire n'échappe pas aux ravages de la guerre de 30 ans et sera abandonné pendant près d'un siècle, puis connaît une nouvelle période de désolation après 1789. Cette année-là, les révoltés de Bitche prennent possession de la chapelle et de tout son contenu et l'utilisent comme atelier de menuiserie. Heureusement, la statue avait été mise en lieu sûr. En 1824, grâce au principal actionnaire des forges de Mouterrouze, Pierre-René Orono de Saunis, la statue retrouve sa place à la chapelle. Elle a aussi échappé à la réquisition pendant la Seconde Guerre mondiale. Quant à la chapelle, on est aux petits soins pour elle. En 2005, elle a eu droit à une restauration complète pour souffler ses 500 bougies. On s'habitue vite aux bonnes choses comme le soleil ou la chaleur. Est-ce qu'ils feront encore partie du décor pour demain? C'est ce qu'on regarde tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera bien ensoleillée et on va pouvoir pleinement en profiter. Les nuages n'apparaîtront qu'en début de soirée, apportant avec eux des averses et des orages dans le courant de la nuit. Côté température, on retrouve une situation estivale avec 27 à 29 degrés au plus chaud de la journée. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Christophe et il fera jour de 6h32 à 20h36. Passez tous un très beau week-end et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Après plus de 10 ans d'expérience à Wüstwiller, votre fleuriste parfum de fleurs s'installe aussi à Sarreguemines. Découvrez notre nouvelle boutique de près de 100 mètres carrés située au 102 rue de la Montagne. Naissance, baptême, communion, mariage ou simplement pour faire plaisir à un proche, Parfum de fleurs vous accompagne pour toutes les occasions de la vie. Nouveau, retrouvez le service d'orthopédie d'AVS Médical dans une nouvelle agence à Sarreguemines, en face de l'hôpital Robert Pax. Orthèse sur mesure ou de série, prothèse mammaire, semelle orthopédique, nos orthopédistes diplômés d'État réalisent votre bilan complet grâce à des technologies de pointe. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et les après-midi sur rendez-vous. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Les cinémas sont heureux de vous retrouver. Retournons tous au cinéma. Le Pays de Bitche a été le théâtre d'un important tournage à l'automne 2005. Le réalisateur Gérard Mordillat avait tourné un film documentaire sur la guerre de 1870 et en particulier le siège de Bitche. Un film qui avait été diffusé sur Arte mais qui a aussi été utilisé dans la nouvelle muséographie de la citadelle de Bitche. La forteresse assiégée a mis en scène de nombreux Bitchois. Rétrovision vous amène faire un voyage dans le temps depuis les coulisses du tournage à Saint-Louis-les-Bitches jusqu'à l'inauguration en grande pompe l'année suivante. Passez une belle journée en notre compagnie et à demain. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le Pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Quand la citadelle de Bitche relook sa muséographie en 2006, elle voit les choses en très grand, puisque c'est une fresque historique, un film documentaire qui est réalisé avec la participation des habitants de tout le secteur. Voilà.
Gérard Mordillat est né à Paris en 1949. Après des débuts dans l'imprimerie, il se lance dans l'écriture. Il est aussi réalisateur, dialoguiste, scénariste pour le petit et le grand écran. Son nouveau défi est une série documentaire traitant de la guerre de 1870 et notamment du siège de la citadelle de Bitche réputée imprenable. Une production des films de la Croisade et de Arte avec le concours de la ville de Bitche. Là, tu me vois ? Le travail documentaire que j'ai fait, qui est bien particulier, je me suis toujours intéressé à un certain type de discours, au discours patronal dans La Voix de son maître, au discours religieux, on peut dire, dans le Corpus Christi et l'origine du christianisme. Et dans celui-là, eh bien, je m'intéresse au discours stratégique, au discours sur la guerre, comment penser la guerre. Donc voilà, ça fait, à mon sens, tout à fait partie d'un projet très large et qui, au bout du compte, comptera peut-être, 5 ou 6 films. Et puis ensuite, on fera le plan de la montée ici, parce que ça sert à... Il y a un barbelé là-haut, on peut pas passer en fait. On fera, à ce moment-là, je me mettrai derrière la maison et je ferai apparaître les gens et monter sur ça. Ça me fera une fuite vers la forêt. Je vais leur montrer la forêt. Le projet de la forteresse assiégée, c'est de raconter le siège de Bitche. Puis, à partir du siège de Bitche, de m'élargir à la problématique de la guerre de 70, puis de la guerre de 70, de m'élargir à la problématique des guerres contemporaines. Donc je veux montrer l'horreur de la guerre, montrer justement qu'une guerre n'est pas une chose où simplement on se tire de loin et puis où on se dit « aïe, j'ai mal ». Non, c'est une chose où on meurt, où on saigne beaucoup, où on souffre, où on hurle. Et donc je voudrais montrer ça en ayant sur cette question-là un point de vue, alors là, très très documentaire. Et je pense que sur le plan des batailles que j'ai montrées, je serai le plus fidèle que l'on puisse être à ce que devait être la réalité historique. Donc sur les combats à la baïonnette, sur les charges, sur l'utilisation de la mitrailleuse qui a commencé à ce moment-là, je pense être là très très documentaire pour donner cet effet de réel et montrer la violence et la terrible désolation que produit toute guerre, et en particulier celle de 70. Attends. Deux caméras, un perchiste, des opérateurs, un preneur de son, accessoiristes et décorateurs sont en place. Avant une prise, on fait silence, on s'assure de couper la circulation de la rue adjacente et l'on a pris soin de bien expliquer à chacun ce qu'il a à faire. Venez là. Il va prendre ça, on prendra toujours ça. Hein ? Certains décors naturels ont quelquefois besoin d'ajustements. C'est le travail des accessoiristes et décorateurs qui vont faire disparaître tous les éléments anachroniques. Après tant d'allers-retours, les figurants sont pris en charge. Un café, un encas, de quoi se réchauffer un peu et reprendre des forces en attendant la prochaine prise. Des fois, en fait, on peut dire que les journées de tournage sont très dures parce que entre pause, prise de vue et puis l'attente qu'il faut subir, des fois c'est monstrueux, mais au moins on se prend le plaisir de pouvoir rentrer dans la peau d'un comédien. Pour ces plongeurs, la baignade ne sera pas de tout repos. Un peu de sang artificiel et de longs instants d'apnée dans une eau glaciale. Aussi sur le dos ? Oui, sur le dos. Respirez. On va faire des scènes de déménagement et où tout le monde se sauve, où tout le monde empile ce qu'il peut pour se sauver. Je ne peux qu'être enchanté du tournage de la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que le pari était de mobiliser, Bitche et le pays bitchois dans le plus large
exception possible, hein, disons, tout ce morceau des Vosges du Nord, etc. Et donc c'est vrai qu'on a bénéficié de l'enthousiasme des habitants et que les uns et les autres viennent faire de la figuration. Mais là aussi, le terme figuration n'est pas très juste parce que la figuration au cinéma, généralement, c'est des gens qu'on met pour habiller le décor. Là, c'est pas ça. Je crois que pour beaucoup, c'est participer finalement à quelque chose qui appartient à leur propre histoire. Et à partir de ce moment-là, ils s'y donnent comme on voit jamais de figurants s'y donner. Moi, je disais à l'autre, je dis on est là pour faire la tenaille, hein, parce qu'on était à deux, paumés dans le truc. C'est trop pire. J'ai dit on est là pour faire la tenaille, si jamais les mamans ils reculent. T'arrivais sur la caméra, tu rigolais déjà. On va refaire. Un flingue. Ouais, on avait deux flingues. Je faisais partie de l'armée de MacMahon, c'était un simple soldat. Si ce n'est la particularité qu'il a, c'est qu'il est, je pense, c'est dans notre histoire, on s'est dit avec Gérard Mordia, qu'il est journaliste. Donc il a un point de vue sur les choses, un peu critique, un regard de journaliste. Donc sur les événements, ce qui permet aussi qu'il commande ces événements. Donc il se réfugie à Bitche parce qu'il sait que la citadelle est imprenable. Et là, il va rencontrer effectivement le commandant Tessier, qui est le chef de la forteresse, le commandant de cette forteresse. Et il va le suivre en fait dans tous ses déplacements pour permettre à son espèce de reportage, on pourrait dire, même si à l'époque il n'en avait pas, enfin ils étaient qu'écrits, mais on part du principe que la caméra existait à cette époque-là, comme dans les films de Peter Watkins, qui a déjà fait ce principe. Et à ce moment-là, donc il va non seulement commenter sur ce qu'il voit, mais aussi vivre l'action, puisqu'il va être envoyé par Tessier pour faire une mission de commando pour détruire des pièces d'artillerie allemandes. Et donc il raconte tout le siège de Bitche jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du siège. En même temps là. Ouais, c'était bien. Enfin, si tu veux. Et alors là, je suis subjugué par la beauté de cette vieille usine là-bas. Ce village, on a l'impression qu'il s'est arrêté dans le temps. D'ailleurs, regardez, les gens sont très bizarres. Ils sont encore à cheval et ils ont des coiffes encore anciennes. Je trouve ça étonnant que dans ce village, on est encore à Saint-Louis-les-Bitches, donc nous sommes encore en 1870, et ça, il faut le dire, c'est un moment incroyable que je suis en train de vivre. Il faut que les gens viennent plus à Saint-Louis-les-Bitches pour s'apercevoir d'un peu de cet anachronisme, de ce qui se passe, de ce retour dans le temps extraordinaire. Il y a des charrettes, on met les petits-enfants dans des charrettes, il y a des ânes et tout ça. Les gens s'en vont avec des vieilles valises, et c'est formidable, j'adore cet endroit. La ville de Bitche inaugure en grande pompe le nouveau parcours spectacle cinématographique de la forteresse. Pour l'occasion, la citadelle a été prise d'assaut par quelques 400 invités locaux, régionaux et départementaux. Le ruban est aux couleurs de l'Europe. Il symbolise la forte implication financière de l'Union européenne, soit 40% des dépenses globales. Le département contribue à hauteur de 26%, le ministère de la Culture à 20% et la région à 6%. Les autres travaux de conservation et architecturaux aboutiront en 2007. Ils représentent une enveloppe de 9,3 millions d'euros. Aujourd'hui, la citadelle, après ses travaux, avec ce nouveau parcours cinématographique, la citadelle va revivre. Il faut avouer que ça vaut le coup d'être vu. C'est une visite historique, une visite très commentée. Et je crois que quand on aura fini la chapelle, quand la restauration de la chapelle va être faite, la citadelle, ça va devenir une vraie perle touristique. Une vraie richesse pour nous. Commandant, vous ne restez pas avec nous? Non, c'est dîner. Ce ne sont pas leurs obus qui m'en empêcheront. Le parcours spectacle cinématographique est intitulé « La forteresse assiégée ». Il est ouvert aux visiteurs depuis le 25 mai dernier. C'est la première fois qu'on réalise un film, donc un long métrage, avec des gens de cinéma pour un monument historique. Et donc ce film est inauguré aujourd'hui. Il a été installé à l'intérieur de la citadelle avec un certain nombre d'autres ingrédients, comme des décors, comme de l'éclairage, comme bien sûr un accompagnement sonore. Et donc le public qui viendra aujourd'hui à la citadelle de Bitche viendra à la fois voir un monument historique, mais viendra aussi au cinéma. Pour aboutir à ce parcours spectacle, Frédéric Ravatin aura travaillé sur le projet pendant 3 ans. Mais rien n'aurait été possible sans Gérard Mordia. Le réalisateur fait aujourd'hui partie des visiteurs. Il y a quelques mois, il était là, mais avec des techniciens et toute une équipe de figurants de la région pour immortaliser l'extraordinaire histoire du siège de la citadelle.
Ce qui est intéressant pour moi dans la citadelle de Bitche, c'est qu'elle est une exception dans la guerre de 70. C'est une exception, c'est-à-dire c'est un des rarissimes points de résistance à l'avancée bavaroise et prussienne. Et en même temps, il y a une dimension tragique dans cette résistance parce qu'elle est vaine dans la mesure où, au moment où Bitche résiste et va résister longtemps, la guerre est largement perdue. Et donc j'aimais cette histoire de ces hommes et ces femmes qui finalement, sachant que la guerre est perdue, elle ne l'est pas pour eux, ils veulent aller jusqu'au bout de leur idée. Voilà, c'est fini. L'histoire du siège de Bitche s'arrête là. La France vaincue. Une fonte de cloches ? Cela ne peut s'admirer qu'une fois dans sa vie. Les habitants du pays de Bitche l'ont bien compris et se sont massivement rendus à la citadelle pour assister à la coulée des cloches qui prendront place au sein de la chapelle de la citadelle. La chapelle de la garnison est un patrimoine important puisqu'il s'agit du seul bâtiment restant de la fortification de Vauban. De par sa fonction religieuse, elle n'aurait que très peu souffert des bombardements. Ainsi, grâce à tout un programme de restauration encore en cours, le bâtiment sera restitué dans son aspect d'origine et accueillera le plan relief de la ville datant de 1794. Une restauration qui donne également l'occasion à l'ancienne cloche sauvegardée qui datait du 19e siècle de retrouver sa place auprès des 3 nouvelles cloches. Des cloches dont l'étonnante fabrication a fait rassembler les Bitchois sur le plateau de la citadelle. Une façon de ponctuer toutes ces journées de fête autour de l'inauguration du nouveau parcours spectacle de la citadelle de Bitche. 3 cloches sont coulées ce soir-là. La principale cloche, la plus grosse, devra sonner à la volée grâce à un système de bras et de cordes. Les 2 autres sont 2 petites cloches qui seront placées en système de carillon de 20 et 40 kg chacune. Le bronze qui compose ces cloches est un alliage de 78% de cuivre et de 22% d'étain. Les moules qui déterminent la forme des cloches sont fabriqués de la même façon qu'au Moyen-Âge. Alors la technique qu'on a utilisée ou qu'on va utiliser ici n'a pratiquement pas changé depuis le Moyen-Âge, puisqu'on fabriquait à l'époque avec des moyens très sommaires, c'est-à-dire de l'argile, de la paille, du crottin de cheval. On fabriquait des moules. Et on a ici un moule de ce type. Lors de cette opération, le silence des spectateurs est demandé. Donc, pendant la coulée, on vous demandera le silence pour qu'on puisse communiquer entre nous s'il y a des problèmes. La température du métal monte à 1200 degrés Celsius et le bronze coule vers chaque moule, bien enterré dans la terre. Ils accueillent le métal en fusion. Elle est pleine. Viennent alors le rôle du parrain et de la marraine. Christiane Leroy, femme de Philippe Leroy, président du Conseil général de la Moselle, a reçu cette distinction. Pour moi, les cloches, c'est déjà un symbole, le symbole d'un signal et d'un appel. Donc un signal pour l'ensemble du pays de Bitche et un appel aussi. Et je pense que si cette cloche et ces cloches finalement sonnent toutes les heures, eh bien je souhaite que ce soit des bonnes heures, en fait du bonheur, plutôt plus nombreuses que les malheurs pour l'ensemble des Bitchois. Et Gérard Mordillat, réalisateur du film qui constitue le parcours spectacle de la citadelle, est également témoin de cet événement unique. Puisqu'il a travaillé avec les Bitchois et qu'il les connaît bien, il prend ce parrainage pour un remerciement envers l'œuvre qu'il a réalisée dans la région. Les visiteurs du monument de la citadelle pourront admirer et écouter ces fameuses cloches lors de leur parcours sur le plateau de la citadelle, mais pas avant 2007, pas tant que la restauration n'est pas achevée. Voilà, donc la coulée est terminée. Merci, monsieur.